Bienvenue sur l'émission Constellation qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, vous êtes bien en direct à l'écoute de l'émission Constellation consacrée à la poésie. Voici les premières lignes de La soirée avec Monsieur Test, un texte en prose de 1896, ainsi défini par Régis Debray. L'histoire d'un pur esprit qui a renoncé à la célébrité et qui fera la célébrité du signataire, le portrait d'un ermite qui a pris congé de son époque et qui va l'y faire entrer, d'un personnage de fantaisie qui va se confondre avec la personne de son auteur jusqu'à lui coller à la peau. Voici donc l'ouverture de ce texte. La bêtise n'est pas mon fort, j'ai vu beaucoup d'individus, j'ai visité quelques nations, j'ai pris ma part d'entreprises diverses, sans les aimer, j'ai mangé presque tous les jours, j'ai touché à des femmes, je revois maintenant quelques centaines de visages, 2 ou 3 grands spectacles, et peut-être la substance de 20 livres. Je n'ai pas retenu le meilleur ni le pire de ces choses, est resté ce qu'il a pu. Cette arithmétique m'épargne de m'étonner de vieillir. Je pourrais aussi faire le compte des moments victorieux de mon esprit et les imaginer unis et soudés, composant une vie heureuse. Mais, je crois, m'être toujours bien jugé. Je me suis rarement perdu de vue, je me suis détesté, je me suis adoré, puis nous avons vieilli ensemble. Il y a 15 jours, une première émission a été consacrée à Paul Valéry, à la lumière du petit essai que lui a consacré Régis Debray dans la petite collection Un été avec. Cette fois, les lumières seront apportées par l'essai d'un psychologue spécialiste des neurosciences cognitives, Olivier Houdet, dans un livre au titre parlant, Paul Valéry amoureux de son cerveau, curieux de tout, mais d'abord de lui-même. Le livre est publié aux éditions Odile Jacob. Et, même s'il est toujours arbitraire d'établir plusieurs périodes dans la vie d'un homme, a fortiori d'un créateur, on peut chez Valéry distinguer 3 temps, aidé en cela par l'introduction biographique de l'édition de la Pléiade, rédigée par sa fille, Agathe Rouard-Valéry. Premier temps, le poète naît à Sète le 30 octobre 1871 et il prononce, dit-on, comme premier mot, à l'âge de 1 an, le mot « clé ». En mars 1891, paraît Narcisse parle, premier des 3 états du Narcisse de Valéry. Deuxième temps, c'est la nuit du 4 au 5 octobre 1892, la nuit de Gênes, comme on l'appelle, on l'a évoqué la dernière fois, au cours de laquelle Paul Valéry va renoncer, pour ainsi dire, à la poésie. Quelques années plus tard, en janvier 1896, Valéry assiste aux obsèques de Verlaine. En juillet 1898, c'est sa dernière visite à Stéphane Mallarmé, qui mourra quelques mois plus tard. Et enfin, un 3e temps, à partir du mois de janvier 1917, voit Valéry renouer avec l'écriture poétique, avec le célèbre poème « La jeune Parque ». On a déjà rappelé l'immense influence que Mallarmé a exercée sur Valéry. Après la mort de Mallarmé, le 9 septembre 1898, Paul Valéry, au cimetière de Saint-Mauro, est si ému qu'après quelques mots, il ne peut poursuivre son discours. À son tour, comme le rapporte Olivier Houdet, Jean d'Ormesson, âgé de 18 ans en 1943, verra en Valéry un maître à penser qu'il s'empresse d'aller consulter. Je cite un passage du livre d'Olivier Houdet. Le jeune d'Ormesson
Dit Faraud au vieux Valérie, « Je viens de renoncer à l'agrégation d'histoire. » Valérie se leva immédiatement de son fauteuil, le prit dans ses bras, le regarda droit dans les yeux. « Comme vous avez raison, l'histoire ne sert à rien. Elle ne nous apprend rien sur un avenir plus important que le passé et qui ne le répète jamais. Et que faites-vous maintenant ?» Avec une orgueilleuse modestie, d'Ormesson répondit « Je prépare l'agrégation de philosophie. » Le vieil écrivain, accablé, s'effondra dans son fauteuil et s'exclama « Mais c'est pire !» « Alors, quelle discipline ?» demanda le jeune Jean interloqué. « Les mathématiques !» répondit sans hésiter Valérie. Mais l'essentiel n'est évidemment pas de l'ordre de l'anecdotique, aussi haut en couleur puisse-t-il être. Comme le souligne encore Olivier Houdet, je le cite à nouveau, c'est son ami Pierre Louis qui rapidement commanda à Valérie des poèmes pour sa nouvelle revue La Conque, fondée en 1891. Parmi ceux qu'envoya Valérie, le plus remarquable fut Narcisse parle. Ce poème, développé à partir d'un sonnet commencé en 1890, est fondateur de l'œuvre de Valérie. Il introduit le thème de la connaissance de soi à travers la légende de Narcisse, bel adolescent épris de sa propre image, reflété par les eaux, amoureux de lui-même, jusqu'à en mourir. C'est le dédoublement du regard, se regarder soi-même, qui est introduit dans Narcisse parle, ainsi que son importance pour le jeu de la conscience et les rapports de l'âme et du corps. Dans cette même veine viendront plus tard la soirée avec Monsieur Test et 20 ans après la Jeune Parc en 1917. Lisons alors le poème intitulé Narcisse parle, en sachant que Valérie a consacré 3 textes au thème de Narcisse. Narcisse parle, également les fragments du Narcisse et également enfin la cantate du Narcisse. Narcisse parle. Ô frère, triste lys, je languis de beauté pour m'être désiré dans votre nudité, et vers vous, nymphes, nymphes, ô nymphes des fontaines, je viens au pur silence offrir mes larmes vaines. Un grand calme m'écoute, où j'écoute l'espoir. La voix des sources change et me parle du soir. J'entends l'herbe d'argent grandir dans l'ombre sainte, et la lune perfide élève son miroir jusque dans les secrets de la fontaine éteinte. Et moi, de tout mon cœur dans ces roseaux jetés, je languis ô saphir par ma triste beauté. Je ne sais plus aimer que l'eau magicienne, où j'oubliais le rire et la rose ancienne. Que je déplore ton éclat fatal et pur, si mollement de moi, fontaine environnée, où puisèrent mes yeux dans un mortel azur, mon image de fleurs humides, couronnée. Hélas, l'image est vaine et les pleurs éternelles. À travers les bois bleus et les bras fraternels, une tendre lueur d'heure ambiguë existe, et d'un reste du jour me forme un fiancé, nu, sur la place pâle, où m'attire l'eau triste. Délicieux démon, désirable et glacé. Voici dans l'eau ma chair de lune et de rosée, ô forme obéissante à mes yeux opposés. Voici mes bras d'argent dont les gestes sont purs, mes lentes mains dans l'or adorable se lassent, d'appeler ce captif que les feuilles enlacent, et je crie aux échos les noms des dieux obscurs. Adieu, reflet perdu sur l'onde calme et close, Narcisse, ce nom même est un tendre parfum au cœur suave, effeuille aux mânes du défunt, sur ce vide tombeau, la funérale rose. Soit ma lèvre, la rose effeuillant le baiser, qui fasse un spectre cher lentement s'apaiser, car la nuit parle à demi-voix proche et lointaine, au calice plein d'ombre et de sommeil léger. Mais la lune s'amuse
ô myrtes allongées. Je t'adore, sous ces myrtes, ô l'incertaine chair, pour la solitude éclose tristement, qui se mire dans le miroir au bois dormant. Je me délie en vain de ta présence douce, l'heure menteuse et molle aux membres sur la mousse, et d'un sombre délice enfle le vent profond. Adieu, Narcisse, meurs, voici le crépuscule. Au soupir de mon cœur, mon apparence ondule, la flûte, par l'azur enseveli, module des regrets de troupeaux sonores qui s'en vont. Mais, sur le froid mortel où l'étoile s'allume, avant qu'un lent tombeau ne se forme de brume, tiens ce baiser qui brise un calme d'eau fatale. L'espoir seul peut suffire à rompre ce cristal. L'aride me ravisse au souffle qui m'exile, et que mon souffle anime une flûte gracile dont le joueur léger me serait indulgent. Évanouissez-vous, divinité troublée, et toi, verse à la lune, humble flûte isolée, une diversité de nos larmes d'argent. Mais l'importance prise par Valéry aux yeux d'Olivier Houdet est à mettre en lien avec un débat bien précis qui, pour lui, a joué le rôle en 1989 de ce qu'il nomme un déclencheur cognitif et épistémologique. En effet, dans un livre débat intitulé « Matière à penser », coécrit par le neurobiologiste Jean-Pierre Changeux et par le mathématicien Alain Cohn, on constate, je vais citer le passage, on constate que le premier défendait le point de vue constructiviste selon lequel les objets logico-mathématiques, les nombres, les lois logiques, etc., sont fabriqués par le cerveau humain durant l'enfance, aurait ajouté Jean Piaget. Le second, Alain Cohn, y opposait la conception dite réaliste selon laquelle les objets logico-mathématiques existent bel et bien, indépendamment de nous,
dans la réalité, la nature. Je penchais, précise encore Olivier Houdet, je penchais en faveur de Changeux. C'était une évidence pour qui travaillait sur le cerveau humain et voyait se reconstruire le monde à travers lui. Mais voilà que le mathématicien réaliste, se sentant sans doute acculé par la salve d'arguments du célèbre neurobiologiste, ajoute ou plutôt concède, il est cité maintenant, d'une part, il existe, indépendamment de l'homme, une réalité mathématique brute et immuable. D'autre part, nous ne la percevons que grâce à notre cerveau, au prix, comme disait Valéry, d'un mélange rare de concentration et de désir. La citation exacte et plus complète de Valéry, à laquelle faisait allusion Cohn de mémoire, car il était en plein débat, est la suivante. Il leur arrive, aux mathématiciens, de considérer leurs découvertes non comme des créations de leurs facultés combinatoires, mais plutôt comme des captures que ferait leur attention dans un trésor de formes préexistantes et naturelles qui n'est accessible que par une rencontre assez rare de rigueur, de sensibilité et de désir. Valéry faisait précéder cette phrase par « L'univers est construit sur un plan dont la symétrie profonde est, en quelque sorte, présente dans l'intime structure de notre esprit. » Et c'est cette phrase, doublée du fameux texte en prose « La soirée avec Monsieur Test », qui fait dire à Olivier Houdet, je le cite encore, « Pour ma part, déformation neuroscientifique oblige, je vois dans la vie de Valéry, comme dans son œuvre, une magistrale, parfois pathétique, mais aussi créatrice, intrication de 3 mécanismes ou ressorts cérébraux. Premièrement, l'heuristique, sensibilité, écrivait-il en Capital, ou l'affectivité et l'idolâtrie, dévorante dans son cas, l'impulsion, l'intuition. Deuxièmement, l'algorithme, le cloître de l'intellect, le maître pensée, la raison, la logique, les mathématiques. Et troisièmement, l'inhibition, son grand capitaine, qu'il activa radicalement au temps de M. Test, depuis la nuit de Gênes, et plus ou moins bien ensuite, plutôt mal que bien d'ailleurs, de son propre aveu en fin de vie. Heuristique, algorithme et inhibition correspondent aux 3 processus clés d'une théorie scientifique du cerveau humain, dite de l'inhibition cognitive, que j'ai conçue à partir de très nombreux résultats d'études de psychologie expérimentale et d'imagerie cérébrale conduites dans mon laboratoire du CNRS à la Sorbonne. Mais cette théorie de l'inhibition cognitive est complétée par ce que Houdet nomme dans son dernier chapitre le processus d'une remarquable co-construction en miroir du cerveau-monde que Valéry pressentait. D'où les notions novatrices de rétinotopie, de tonotopie cérébrale et de somatotopie, de numérotopie, de logicotopie. J'invite les auditeurs à creuser ces questions complexes. Mais pour faire court, citons encore Olivier Houdet qui ajoute « Les neurosciences pourraient donc rejoindre la vision valérienne d'une symétrie généralisée entre le plan du cerveau et celui de l'univers, de la perception à la logique en passant par les mathématiques et la beauté. » Il ajoute encore « La perception se construit toujours par des boucles de perception-action, si subtiles soient-elles, et l'inhibition y est très active, dépendant des efforts qu'on y déploie, toujours le sport intellectuel préconisé par Valéry ou Test. Ainsi, à chacun son miroir, ce qui n'exclut pas quelquefois d'y voir la même chose. Celui de Valéry était aussi poétique. Narcisse, la jeune Parc, se voyant se voir, que psychologique et d'esprit scientifique. Monsieur Test, se voyant aussi se voir, et les cahiers, à la recherche des lois générales du fonctionnement
de la pensée, de sa pensée. C'était tant le plan, les cartes, les opérations de son cerveau qu'il y recherchait que leur symétrie et leur harmonie, beauté, poésie, avec l'univers tout entier. C'est pourquoi Valéry, sa vie durant, fréquenta avec la même ferveur les littéraires et les scientifiques, notamment des mathématiciens et des physiciens. Et enfin, citons les conclusions du livre de l'essai d'Olivier Houdet. Plus audacieux encore, voici que, pour la toute première fois dans l'histoire de l'univers et de l'humanité, deux chercheurs, l'un astrophysicien, l'autre neuroscientifique, viennent de publier une comparaison quantitative entre le réseau neuronal chez l'humain et le réseau cosmique des galaxies, ou Cosmic Web. Selon leur découverte, à des échelles radicalement différentes, plus de 27 ordres de grandeur, l'auto-organisation de ces deux systèmes complexes est régie par des principes similaires de réseau dynamique. C'est mesurer, quantifier, formules mathématiques à l'appui et imager. Reste, comme toujours en science, à le vérifier, le contredire et en discuter. Mais Valéry, notre poète-penseur, l'avait déjà si bien ressenti et postulé. Tel Narcisse face à son image dans le miroir, Valéry face à son cerveau en était amoureux au point d'en jouir sans fin, disait-il, mais aussi d'y découvrir ou de pressentir des lois remarquables. Aux littéraires de s'en réjouir, aux scientifiques de s'en saisir. Humains, nous nous inscrivons dans l'univers, même le multivers, voire le métavers, et l'univers s'inscrit en nous via notre cerveau. Deux plans dont Valéry a compris par sa poésie et sa prescience la profonde symétrie, qu'à présent il contemple d'un éternel long regard sur le calme des dieux. Il nous reste un peu de temps pour lire un extrait du texte que j'évoquerai la prochaine fois, qui est un des textes les plus complexes, enfin réputé tel en tout cas, de la littérature française, La Jeune Parque. Je n'en lis qu'une strophe. Salut, divinité par la rose et le sel, et les premiers jouets de la jeune lumière, ils ruchent bientôt quand la flamme première fera que votre roche, île que je prédis, ressent en rougissant de puissants paradis. Cime qu'un feu féconde, à peine intimidé, bois qui bourdonnerait de bêtes et d'idées, d'hymnes d'hommes comblés des dons du juste éther, île dans la rumeur des ceintures de mer, mère vierge toujours, même portant ses marques, vous mettez à genoux de merveilleuses parcs. Rien n'égale dans l'air les fleurs que vous placez, mais dans la profondeur que vos pieds sont glacés.
Citons pour finir un extrait d'un texte qui est en prose, qui porte le titre significatif « L'amateur de poèmes ». Un poème est une durée pendant laquelle, lecteur, je respire une loi qui fut préparée, je donne mon souffle et les machines de ma voix, ou seulement leur pouvoir, qui se concilie avec le silence. Je m'abandonne à l'adorable allure, lire, vivre où mènent les mots. Leur apparition est écrite, leur sonorité est concertée, leur ébranlement se compose d'après une méditation antérieure, et ils se précipiteront en groupes magnifiques ou purs dans la résonance. Même mes étonnements sont assurés, ils sont cachés d'avance et font partie du nombre. Au cours de cette émission, vous avez entendu tout d'abord à la flûte Jean-Pierre Rampal, qui interprétait une sarabande de Jean-Sébastien Bach, puis toujours à la flûte, mais cette fois c'était Peter Lucas Graf qui jouait. Vous avez écouté un extrait du concerto pour flûte et orchestre du compositeur Jacques Ibert, mort en 1962. Dans 15 jours, toujours en direct, je consacrerai un troisième volet à Paul Valéry, centré autour du poème si envoûtant et si complexe, dont je n'ai cité qu'un fragment, La jeune Parque. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.